Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition de ce jeudi 16 avril 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. En Algérie, le Premier ministre algérien préside la cérémonie de remise du prix du président de la République pour le chercheur innovant dans sa deuxième édition. Les détails dans ce journal. Défense, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, préside un séminaire sur les menaces extérieures. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 72 345 martyrs et 172 250 blessés. Agression sioniste contre le Liban, le bilan s'alourdit à 2196 martyrs et 7185 blessés. C'est le dernier pont reliant le sud au nord détruit par les sionistes. On fait le point dans ce journal. Et puis, conflit au Soudan, l'Union africaine appelle la communauté internationale à ne pas abandonner le pays. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre en Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé jeudi un message à l'occasion de la distinction des lauréats du prix du président de la République pour le chercheur innovant dans sa deuxième édition coïncidant avec la célébration de la journée du savoir. Le message a été lu en son nom par le Premier ministre algérien Sifir Liyeb qui a présidé au pôle scientifique et technologique Abdelhafid Ihadaden Sidi Abdallah Alger la cérémonie de remise des prix. Le prix du président de la République pour le chercheur innovant est destiné aux enseignants-chercheurs, enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, chercheurs permanents et étudiants universitaires dont les travaux se distinguent par leur originalité et leur impact scientifique et économique. Ce prix couvre les domaines suivants: sciences et technologies, sciences de la santé et biomédicale, environnement et développement durable, sciences humaines et sociales, cybersécurité et sécurité informatique, sécurité alimentaire, sécurité hydrique et sécurité énergétique. تميزكم اليوم هو رسالة أمل وثقة في حاضر الجزائر ومستقبلها. Votre distinction est aujourd'hui un message d'espoir et de confiance dans le présent de l'Algérie et de son avenir, et une preuve vivante que l'esprit d'innovation est enraciné chez nos chercheurs, professeurs et étudiants. Soyez donc au niveau de l'espoir placé en vous et continuez sur la voie de l'excellence, armés de savoir et habités par l'esprit de la responsabilité nationale pour une Algérie productrice et influente. En Algérie, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé jeudi au Cercle national de l'armée Abni Messous à Alger l'ouverture des travaux d'un séminaire sous le thème « Les menaces extérieures à l'ombre des mutations géopolitiques et technologiques, défis sécuritaires et enjeux stratégiques », a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général d'armée a souligné que cette manifestation scientifique s'inscrivait dans le cadre des efforts constants déployés par les diverses structures et composantes de l'armée nationale populaire pour ancrer la culture de la pensée proactive et renforcer les mécanismes de prospective stratégique et sécuritaire de manière à permettre une compréhension plus approfondie des mutations qui s'opèrent à travers le monde. Dans le contexte de ces mutations, l'Algérie continue de renforcer sa veille stratégique à travers l'adoption d'approches proactives face aux différents défis qui lui garantissent de rester un partenaire international crédible et un acteur actif dans son espace géosécuritaire. Dans ce sillage, l'armée nationale populaire poursuivra, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, ses efforts pour consolider et renforcer sa disponibilité opérationnelle et poursuivre la modernisation de ses équipements militaires et la promotion de son appareil de formation, de manière à acquérir la capacité permanente de faire face à toutes les formes de menaces actuelles et futures et à faire de notre pays un rempart de sécurité et de stabilité.
En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 72 345 martyrs et 172 250 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes. Le corps d'un martyr ainsi que 8 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. De nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Pour rappel, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 766 Palestiniens sont tombés en martyrs et 2147 autres ont été blessés. Et des personnes en deuil se sont réunies ce jeudi 16 avril à l'hôpital Al-Shifa à Gaza pour les funérailles des frères palestiniens Abdelmalek et Abdel-Sattar Al-Attar, tombés en martyrs lors d'une frappe sioniste. Ils étaient partis chercher des vêtements et la robe de mariée pour leur fille car le mariage de sa fille était la semaine suivante. Ils sont sortis de la maison avec les vêtements pour les retrouver déchirés en morceaux et ensanglantés. Leur mariage a viré au drame, au massacre. La robe de la mariée n'était plus qu'un amas de sang et de chair, celle du père et de l'oncle. Combien de temps encore les Arabes resteront-ils silencieux? Réveillez-vous, Arabes! Le mariage a laissé place aux condoléances, au sang, aux martyrs, 2 martyrs en pleine jeunesse. Ils sont partis sans raison pour rien. Ce qui nous arrive est une honte. Ils parlent de cessez-le-feu, ce ne sont que des mensonges. Depuis qu'ils ont annoncé la fin de la guerre, elle continue. Nous ne sentons pas en sécurité. Au moins 16 Palestiniens ont été arrêtés jeudi par les forces d'occupation sionistes à la suite d'une série d'arrestations et d'incursions menées dans plusieurs villes de la Cisjordanie occupée. Ces arrestations ont été accompagnées de perquisitions et de dégradations selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Et des dizaines d'enfants palestiniens n'ont pas pu aller à l'école en Cisjordanie occupée cette semaine à cause du fil barbelé érigé par des colons sionistes de l'autre côté du chemin qu'ils empruntent habituellement. Nous sommes très inquiets, notamment parce que la partie israélienne nous demande d'emprunter une autre route très dangereuse et longue, située à seulement 300 mètres de la clôture de la colonie et à 100 mètres des caravanes des colons récemment installées. C'est extrêmement dangereux. Il est impératif de trouver un moyen d'assurer la sécurité des écoliers. Nous n'en avons pas les moyens. Nous insistons donc pour emprunter la route principale que nos enfants ont toujours suivie, car leur objectif n'est pas la route, mais l'expansion de la nouvelle colonie et la confiscation de toutes les terres. Les colons ont installé des barbelés dangereux pour les enfants qui leur barrent le passage. Mais ce n'est pas le seul obstacle. La présence de l'occupation est un obstacle bien plus important. Hier, alors que des écoliers se trouvaient dans le secteur et tentaient de passer, l'armée israélienne a commencé à tirer des gaz lacrymogènes sur eux. Je me demande maintenant à quoi pensait ce soldat lorsqu'il a tiré sur un petit enfant qui ne connaît pas encore la violence. La dernière agression visait à empêcher les enfants d'exercer leur droit fondamental, leur droit à l'éducation, garanti par toutes les normes et lois internationales. Et plusieurs colons sionistes ont pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée sous escorte des forces d'occupation sionistes, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Les colons se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée près du dôme du Rocher et ont accompli des rituels talmudiques et provocateurs, a précisé l'agence Wafa, citant le gouvernorat d'Al-Quds, 3e lieu saint de l'islam. La mosquée Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et les soldats sionistes.
Direction le Liban, à présent, où le bilan de l'agression sioniste contre le pays s'élève à 2196 martyrs et 7185 blessés depuis le 2 mars 2026, a annoncé jeudi le ministère libanais de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 29 citoyens sont tombés en martyrs et 124 autres ont été blessés dans l'agression sioniste, selon la même source. Le 27 novembre 2024, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban, prévoyant le retrait des forces sionistes des villages et localités frontaliers du sud dans un délai de 60 jours. Par la suite, le gouvernement libanais a approuvé une prolongation de ce délai jusqu'au 18 février 2025, mais l'entité sioniste est restée positionnée dans 5 points et continue de commettre ces violations. Et des personnes en deuil se sont rassemblées à Nabatieh, dans le sud du Liban, ce jeudi 16 avril, pour les funérailles du Libanais Mahdi Abou Saïd. Malgré sa blessure, elle est allée déplacer la voiture et a refusé de laisser un martyr ou un blessé au sol. Son acte incarne l'héroïsme dont font faveur les secouristes de Nabatieh et d'autres organisations, qu'elles soient Dar Risala ou Al-Haya. Non, nous continuons grâce au sang de ces martyrs. Nous sommes forts et nous poursuivrons notre chemin. Nous allons bientôt distribuer des vivres de secours, ce que nous faisons quotidiennement depuis le début de cette guerre pour les personnes qui sont restées dans leur ville. Nous continuons dans notre travail tant humanitaire que médical d'urgence. Toujours au Liban, un homme est tombé en martyr jeudi suite à une frappe de l'armée sioniste qui a visé une voiture au niveau de la route de Dahr al-Baydar à Beyrouth, a indiqué l'Agence nationale d'information. Et l'armée sioniste a bombardé le pont de Kasmieh début avril 2026, détruisant l'un des derniers axes majeurs reliant Tyr et le sud du Liban au nord du pays. Cette frappe s'inscrit dans une campagne visant à neutraliser les principaux ponts sur le fleuve Litani, isolant stratégiquement le sud du pays. Commentaire Nayet Hamouda. Ce n'est pas juste un pont qui a été détruit, mais une ligne de vie qui vient d'être brisée. Selon un responsable libanais, la frappe attribuée à l'entité sioniste a détruit le dernier pont reliant le sud du Liban au reste du pays. C'est une stratégie qui se dessine. L'objectif sioniste est clair, isoler une région entière et en faire un territoire sous pression permanente. Sur le terrain, les conséquences sont immédiates. Des routes impraticables, des secours ralentis, des familles bloquées. Le sud devient un espace fragmenté, difficile d'accès, où chaque déplacement devient un risque en soi. Ce pont était ouvert, tout le monde l'empruntait. Il a été touché et maintenant personne ne peut ni le traverser ni l'emprunter. Il faut absolument le rouvrir au plus vite car des ambulances, des militaires et des blessés doivent être transférés des hôpitaux de Jebel Amel et Hiram vers les zones concernées. J'ai quitté Tyr pour aller chercher des médicaments à Sidon. Dès notre arrivée, les tirs ont frappé près du point de contrôle. Nous avons continué jusqu'à Sidon, puis nous sommes revenus à pied. Mais au-delà de l'impact humanitaire, c'est une logique militaire sioniste qui apparaît. Isoler le sud pour contrôler. En détruisant les axes de communication, il devient plus difficile de se déplacer au nord et de déplacer du matériel ou même de coordonner une réponse. C'est une manière de verrouiller le terrain et de l'isoler sans nécessairement l'occuper. Chaque jour, nous travaillons comme chauffeurs de bus. Nous partons gagner notre vie pour nos enfants et nos familles. Nous allons à Tyr aujourd'hui. Ils ont bombardé le pont. Ils ont coupé les routes. Tout est bloqué. Plus personne ne peut aller ni venir. Nos moyens de subsistance et ceux de tous les autres sont anéantis. Cette stratégie sioniste n'est pas nouvelle, elle repose sur un principe simple, affaiblir une zone en la coupant de ses ressources, de son soutien, de sa profondeur territoriale. Mais cette approche a un coût, car dans cette équation, les civils se retrouvent en première ligne, privés d'accès, dépendants de routes secondaires ou de solutions précaires. Ils deviennent les premiers touchés par cet isolement imposé.
Le Liban, déjà fragilisé, voit ainsi une partie de son territoire s'enfoncer dans l'enclavement et le déchirement des familles, soit l'éternelle histoire du Sud-Liban. En Afrique, le pape Léon XIV en visite au Cameroun a fustigé les dirigeants mondiaux qui dépensent des milliards en meurtres et en dévastation. L'écoute. The masters of war pretend not to know. The masters of war pretend not to know. Les maîtres de la guerre font semblant d'ignorer qu'il suffit d'un instant pour détruire et que souvent, une vie entière ne suffit pas pour reconstruire. Ils ferment les yeux sur le fait que des milliards de dollars sont dépensés pour tuer et dévaster, tandis que les ressources nécessaires à la guérison, à l'éducation et à la reconstruction sont introuvables. Those who rob your land of its resources. Ceux qui pillent les ressources de votre terre investissent généralement une grande partie des profits dans l'armement, perpétuant ainsi un cycle sans fin de déstabilisation et de mort. C'est un monde sans dessus-dessous, une exploitation de la création divine qui doit être dénoncée et rejetée par toute conscience honnête. Nous devons opérer un changement de cap décisif, une véritable conversion qui nous mènera dans la direction opposée sur une voie durable et riche de fraternité humaine. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers." Jésus nous a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, mais malheur à ceux qui instrumentalisent la religion et le nom même de Dieu pour leur propre gain militaire, économique et politique, entraînant ce qui est sacré dans les ténèbres et la souillure. » Oui, chers frères et sœurs, vous qui avez faim et soif de justice, vous qui êtes pauvres, miséricordieux, doux et purs de cœur, vous qui avez pleuré, vous êtes la lumière du monde. You who have wept, you are the light of the world. Et au Soudan, l'Organisation internationale pour les migrations a tiré la sonnette d'alarme face à une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver dans le pays, appelant à une mobilisation internationale accrue et à un financement de 277 millions de dollars pour répondre à des besoins jugés désormais critiques tant dans le pays que dans les États voisins. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé la communauté internationale à ne pas abandonner le Soudan et à intensifier les efforts en faveur d'un cessez-le-feu. Le Soudan traverse une situation désastreuse. Cependant, le manque de couverture médiatique et l'attention détournée vers le conflit au Moyen-Orient nous inquiètent beaucoup, a indiqué aux médias Mahmoud Ali Youssouf en marge d'une conférence internationale sur le Soudan organisée mercredi en Allemagne. Nous connaissons l'ampleur des crimes commis et nous connaissons le niveau de destruction dans ce pays, a poursuivi Mahmoud Ali Youssouf, réitérant l'appel de l'Union africaine aux parties en conflit à mettre fin à des années de combats intenses. Pour rappel, en cours depuis avril 2023, le conflit opposant l'armée aux forces de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 12 millions de personnes. En Turquie, l'émotion et le chagrin étaient palpables au sein de la foule rassemblée jeudi pour les funérailles des 9 personnes tuées la veille dans une école par un adolescent dans le sud pays, comme le montrent ces images. Nous sommes tristes car cela se produit. Nous ne nous en sommes toujours pas remis. Ce qui s'est passé à Urfa avant-hier, puis à Mara hier, était inimaginable. C'était quelque chose d'inattendu. Espérons que cela prenne enfin fin. Pourquoi nos enfants font-ils cela? Une enquête sera menée, la vérité éclatera. Nous serons soulagés. Pour l'instant, nous sommes angoissés. Espérons que cette angoisse s'apaisera elle aussi. On n'entend parler que de jeux vidéo. On entend dire que c'est à cause des jeux sur les réseaux. Espérons que notre gouvernement prendra les mesures nécessaires. Les enfants pourront alors jouer de manière plus encadrée. Toutes les familles seront soulagées. C'est un problème qui touche actuellement toutes nos familles. Hier, j'ai vécu ce que j'avais vécu après le tremblement de terre du 6 février.
J'ai ressenti à nouveau cette émotion, cette tristesse, cette douleur. Que Dieu donne du courage aux familles. J'espère que les personnes en position d'autorité enquêteront très minutieusement sur ces affaires et prendront des mesures pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. En France, le gouvernement cherche à imposer la controversée loi Yadan qui interdit toute critique de l'antisémitisme en dépit d'une forte opposition populaire marquée par la signature d'une pétition hostile à ce texte. Commentaire Tinine Makassi. Il est des silences qui en disent plus lents que les discours et avec la loi Yadan, ce ne sont pas seulement des mots que l'on prétend encadrer, mais un champ entier de débats politiques que l'on cherche à redessiner en France. Et les 700 000 signataires de la pétition contre cette loi, des voix militantes, des élans de solidarité internationale, tout cela semble progressivement relégué hors du cadre du discours légitime. Nous ferons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la loi Yadan. Le pouvoir français avance masqué, invoquant la lutte contre l'antisémitisme. Mais en arrière-plan se dessine une interrogation plus troublante. Pourquoi certaines formes de racisme, comme celle anti-arabe, anti-musulman, anti-noir, ne bénéficient d'aucune réponse politique et juridique? Sans oublier le fait que l'État français cible les avis opposés à l'entité sioniste et à ses politiques génocidaires, rendant l'argument de l'antisémitisme fallacieux. Et c'est précisément là que le malaise s'installe, car au-delà du texte en lui-même, nombreux sont ceux qui dénoncent ce qu'ils perçoivent comme un déséquilibre, voire une forme d'alignement implicite sur des intérêts extérieurs, ou, autrement dit, sur les intérêts de l'entité sioniste. Dans ce contexte, la loi Yadan devient le symptôme d'un glissement plus large de l'exécutif français. Le retrait temporaire du texte ne doit pas tromper. Il ne marque pas un abandon, mais un ajustement stratégique. Car au fond, la question posée par la loi Yadan est simple. Jusqu'où l'influence de l'entité sioniste a-t-elle infiltré la Ve République ? Un mot d'économie. À présent, l'exposition internationale des produits de consommation de Chine tenue à Hainan s'impose comme une plateforme stratégique majeure reliant les entreprises mondiales au vaste marché chinois. Ce qui est très avantageux pour l'import-export, il est également crucial pour les entreprises étrangères de pouvoir accéder au marché chinois facilement et à moindre coût. Notre entreprise est implantée en Chine depuis 10 ans. Auparavant, nos ventes se faisaient en ligne, mais nous pouvons désormais réaliser des ventes physiques en Chine. C'est un atout majeur pour nous et pour les autres entreprises qui souhaitent distribuer leurs produits via Hainan. Le marché chinois est exceptionnel, vaste et attractif. Il offre aux entreprises comme la nôtre de nombreuses opportunités à l'international. Un mot de sport avant de clôturer ce journal. Ligue des champions européennes. Les 2 derniers matchs retour des quarts de finale se sont joués hier. Le Bayern et Arsenal se sont qualifiés et ont complété le dernier carré. Les détails avec Faisal Salah. Les affiches du dernier carré de l'UEFA Champions League sont désormais connues. À l'issue des matchs retour des quarts de finale, ce mercredi, le Bayern Munich a éliminé le Real Madrid dans un match inoubliable. Cela nous a rappelé le bon vieux temps. Oui, quelle soirée. Franchement, c'était un match de folie. Et évidemment, pour un quart de finale, un match aussi important, avoir ses hauts et ses bas, ses moments forts et ses moments difficiles tout au long de la première mi-temps. C'était vraiment unique. Les Bavarois vainqueurs au Bernabéu à l'aller sur le score de 2-1 ont résisté à l'Allianz Arena et ont remporté la bataille. Mais la courte victoire n'a tenu que quelques secondes. Dès le départ, l'international turc Arda Güler a profité de la mauvaise relance de Manuel Neuer pour inscrire le premier but des Espagnols de la soirée. D'une tête imparable, Pavlovic égalise à la 6e minute. Arda Güler est en feu. Le magicien tire un coup franc et s'offre un doublé à la 29e minute. Harry Kane marque et égalise à la 38e. Avant que Kylian Mbappé n'inscrive le 3e but de la soirée à la 42e minute. Le score à la pause est de 3-2 en faveur du Real, mais 4 buts partout sur l'ensemble des 2 matchs. Les 2 équipes sont dans une égalité parfaite. Un tournant du match à la 86e minute,
Kamavinga, remplaçant, a écopé d'un deuxième carton jaune et a été expulsé de la partie. Le Real Madrid, amoindri à 10, s'est effondré par la suite. Luis Diaz et Olise ont marqué en fin de match. Victoire 4-3 à l'Allianz Arena et 6-4 au cumul des deux matchs. Bien sûr, nous avons encore fait preuve de beaucoup de caractère aujourd'hui. Cette foi inébranlable et cette détermination à toujours revenir dans le match. Nous avons joué contre une équipe du Real Madrid qui était, comme je m'y attendais, incroyablement forte. Eh bien, nous sommes vraiment déçus, très déçus, surtout par la manière dont cela s'est produit. Je tiens également à féliciter le Bayern Munich pour son excellent parcours en phase éliminatoire. Le Bayern affrontera le Paris Saint-Germain tenant du titre en demi-finale. À l'Emirates Stadium à Londres, Arsenal a tremblé face au Sporting Lisbonne. Les Gunners ont fait un match nul sur un score vierge. Les hommes de Mikel Arteta ont fait vivre un véritable calvaire à leurs supporters. Ils se sont qualifiés de justesse grâce à la victoire du match aller. 1-0, un but tardif de Kai Havertz qui leur a permis d'atteindre les demi-finales. Si nous sommes la seule équipe anglaise en lice, c'est parce que ce championnat et ce calendrier sont extrêmement éprouvants. Et réaliser ce que nous avons accompli est un véritable exploit. Nous ne sommes pas parfaits, il nous faut encore progresser, c'est certain. Arteta devrait remettre la machine en marche avant d'affronter le redoutable Atlético de Madrid de Diego Simeone pour un billet et une place à Budapest. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.